Est-ce que vous m'entendez? Allô, allô? 1, 2. Je souhaite un bon webinaire. Donc, bonjour à tous, on va vous laisser vous installer. Vous avez encore quelques minutes pour nous rejoindre. Donc voilà, on va commencer d'ici 2 minutes ce webinaire sur la sensibilisation aux différents types de handicap. J'espère que tout le monde m'entend, sinon il va falloir régler les micros. Voilà. Donc on vous laisse quelques minutes pour vous installer. Donc voilà, j'espère que vous êtes tous installés. Donc bonjour à tous, bienvenue au webinaire sur la sensibilisation aux différents handicaps. Nous sommes 3 en fait pour vous présenter ce webinaire. Donc moi, je suis Sophie Pouvreau, juriste du pôle économie-gestion de la FNOGEC. Bonjour à tous, Gaëlle Garcia, chargée de mission du DOGEC du Finistère. Bonjour à tous, Marie-Odile Plançon est chargée de mission pour le secrétariat général de l'enseignement catholique, en charge de tout ce qui concerne l'éducation inclusive. Donc voilà, l'objectif de ce webinaire, en fait, c'est déjà vous faire un rappel de la loi, c'est-à-dire que depuis 2015, on a une obligation de formation des personnes qui accueillent des personnes en situation de handicap dans nos établissements scolaires, notamment pour les établissements qui accueillent plus de 200 personnes. Vous avez une obligation de formation. Pour les autres établissements, de toute façon, vous avez une obligation de sensibilisation. Donc, pour pouvoir bien former, il faut déjà bien connaître le handicap. Et il faut savoir qu'on doit être en capacité dans notre établissement d'accueillir toute personne, que ce soit une famille, un élève ou même un salarié handicapé, d'où cette sensibilisation au handicap. Donc, ça va se décomposer en 4 parties. On va vous faire une présentation de l'évolution de la perception du handicap.
On vous rappellera quelques chiffres clés du handicap. Ensuite, on reprendra les 4 principales familles de handicap et on dépeindra quelques attitudes générales à adopter lorsque vous accueillez une personne en situation de handicap. Alors, on revient sur cette évolution de la perception du handicap, peut-être avec déjà une petite mise en garde. On pourrait se dire que parfois les mots, c'est comme des coquetteries. On dit aujourd'hui plutôt situation de handicap et en fait, ça révèle des changements profonds au niveau des concepts. Alors, c'est un petit peu ce que l'on va détailler là, en repartant sur une approche historique. Donc, en se disant finalement que, contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce sont les guerres là qui ont souvent fait évoluer le regard sur le handicap. Notamment la guerre de 14-18 qui a amené son lot de personnes handicapées à la fin de cette guerre et qui a amené la société, la nation à se dire mais nous avons un devoir de prise en charge et d'accueil pour ceux que l'on considérait avant plutôt comme des exclus. Cet accueil a permis une évolution à la fois de la vision du handicap, qui reste encore une vision souvent très médicale, c'est-à-dire qu'on pense qu'il faut réparer la personne. Et puis peu à peu, à mesure que l'on comprend un petit peu mieux comment se constitue la situation de handicap, on va comprendre que c'est l'environnement qui génère cette situation de handicap. Une première loi trouve sa place en 75. 75, loi d'orientation en faveur des personnes handicapées, avec 3 droits fondamentaux, le droit au travail, le droit à une garantie minimum de ressources par le biais de prestations, le droit à l'intégration scolaire et sociale. Ce droit reste encore un peu limité pour les enfants parce que c'est souvent au bon vouloir des personnes qui vont accueillir ou pas. On est encore dans quelque chose d'un petit peu léger et qui va prôner plutôt l'intégration que vraiment une logique inclusive. La loi du 11 février 2005 est essentielle. Simplement pour illustrer, en Italie, cette loi a eu lieu en 1977. Elle a été appelée loi tremblement de terre. Loi tremblement de terre pour nous seulement en 2005, parce que nous passons d'une logique de solidarité à une logique de droit, ce qui veut dire que tous les élèves, tous les enfants doivent être accueillis à l'école, au moins inscrits, quel que soit le handicap, et ensuite on verra comment peut se passer la scolarisation. Pour tous dans la société, c'est une nouvelle définition du handicap. Ce sont aussi des nouvelles notions qui arrivent, comme la logique d'accessibilité et de compensation. Ça veut dire que par rapport à une personne qui peut avoir une déficience, l'enjeu sociétal, c'est de penser l'accessibilité universelle pour que chacun puisse accéder à tous les lieux de scolarisation, de travail, mais aussi de loisirs dans une société. Se mettent en place des parcours de scolarisation adaptés, se met en place aussi un repositionnement en dispositif à l'école. Ce qui veut dire pour chacun des citoyens, mais aussi les enseignants, une évolution de posture. Les enjeux forts de cette loi de 2005, c'est l'idée du droit à compensation. Droit à compensation, ça veut dire que chaque personne est libre d'avoir un projet de vie, que cette personne est en capacité de définir son projet de vie. On n'est plus dans une logique de prise en charge, mais bien dans une logique de prise en compte et de co-élaboration des moyens qui vont permettre à la personne d'accéder à tout ce qui fait son projet de vie. Ça peut être accéder à un travail, bien entendu, accéder à un établissement scolaire, mais aussi un établissement de la ville ou une activité de loisir. L'idée pour cela, et c'est la logique mise en place par les MDPH, ou maisons de la personne en situation de handicap ou maisons de l'autonomie selon les lieux, l'idée c'est que la personne en situation de handicap puisse participer à l'ensemble de la vie sociale, ce qui veut dire une accessibilité généralisée de la cité. Pour aider ce changement des mentalités, la loi de 2005 pose une nouvelle définition au handicap. Cette idée de nouvelle définition, c'est vraiment la prise en compte de l'activité de la personne dans un environnement ou de la non-activité en raison de la non-adaptation de l'environnement qui est centrale pour comprendre l'évolution du handicap.
Alors, constitue un handicap au sens de la présente loi toute limitation d'activité, et non pas, vous voyez, limitation de la personne, mais bien limitation d'activité ou restriction de la participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive, d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Vous voyez que la question centrée sur la personne au niveau de l'altération n'arrive qu'à la fin. C'est bien l'environnement qui va placer la personne en situation de handicap ou non, quelle que soit finalement l'altération. Notre travail sera d'essayer de trouver une accessibilité, alors bien sûr au sens physique du terme quand on est dans un handicap physique, mais au sens aussi symbolique du terme, quand on est dans la logique, par exemple, d'adaptation d'un poste de travail ou d'adaptation scolaire pour des personnes présentant un handicap. C'est une évolution qui se joue au niveau mondial et l'OMS, en 2015, nous rappelle que le handicap n'est pas seulement un problème de santé, mais bien un phénomène complexe qui découle de l'interaction entre les caractéristiques d'une personne, caractéristiques corporelles, mais aussi psychiques, et les caractéristiques de la société où elle vit. Nous avons certaines sociétés qui sont plus inclusives que d'autres. On connaît la Suède, par exemple. Pour nous, il y a encore un effort à faire pour surmonter les difficultés auxquelles les personnes handicapées sont confrontées. Et donc, tout notre travail, c'est d'essayer de comprendre les obstacles des personnes pour ensuite pouvoir les lever. Et c'est tout l'accompagnement qui se met en place dans notre société pour essayer de la faire évoluer dans ce sens. Alors, pour rentrer dans cette question du handicap, souvent on rentre dans des catégorisations qui peuvent apparaître comme médicales, avec le risque que ça pourrait effacer la personne qui est derrière. Charles Gardou, qui est anthropologue, nous rappelle que le handicap ne constitue à lui seul ni un destin, ni une identité, et qu'il faut avant tout considérer la personne. Charles Gardou nous dit qu'il n'y a pas de vie minuscule. Toute vie doit être vécue dans sa pleine potentialité, ce qui veut dire pour nous que nous avons à comprendre comment accompagner les personnes dans leur environnement, en s'aidant éventuellement de la catégorisation qui nous permet de comprendre quels sont les besoins spécifiques de la personne, mais surtout sans enfermer la personne dans une catégorisation qui pourrait l'effacer en mettant une étiquette porteuse d'un nom de maladie à la place du nom de la personne, par exemple. Alors la société française est en route, elle est en route vers une société plus inclusive. L'inclusion, c'est bien l'idée que chacun fait partie de la société et quel que soit le lieu où on se trouve. Ce qui veut dire que lorsque l'on est dans une société inclusive, nous avons une société qui est capable de flexibilité, qui est capable de moduler son fonctionnement en fonction des personnes, en ayant à la fois une attention à la fragilité et aux personnes qui peuvent être en difficulté suite à une déficience, tout en essayant de prendre en compte l'ensemble du groupe de façon à ce qu'on puisse articuler à la fois le je et le nous. Donc l'idée, c'est répondre aux besoins, aux désirs, et le désir c'est un peu nouveau, et au destin singulier des personnes, mais aussi les travailler dans un tout sociétal, afin de penser à la fois, bien sûr, quelque chose qui puisse permettre d'accueillir la question du groupe et de l'interaction des personnes entre elles. Certains disent d'ailleurs que plus au-delà de l'inclusion, c'est l'interaction qui est essentielle. Donc tout notre travail, c'est d'améliorer le mieux-être de tous, en posant des plans inclinés pour les personnes au départ qui ont besoin, mais peu à peu on va se rendre compte que souvent ces plans inclinés vont permettre d'être bénéfiques à quelques-uns qui présentaient un handicap, certes, mais pour les autres, au hasard de leurs besoins aussi. On le voit dans l'adaptation des programmes scolaires, mais on le voit aussi parfois, tout simplement, quand on va poser un plan incliné pour accéder à un bâtiment, et que l'on va se rendre compte finalement qu'une personne en bénéficie avec une poussette, ce qu'on n'avait pas imaginé peut-être au départ dans notre accessibilité.
Donc, on va revenir sur quelques chiffres clés du handicap. Donc, il faut savoir qu'il y a 12 millions de personnes qui souffrent d'une incapacité ou une limitation d'activité. Donc, elles ne sont pas toutes considérées comme personnes handicapées. En fait, il y a 9,6 millions de personnes qui sont considérées comme handicapées. C'est-à-dire qu'elles ont été reconnues administrativement en raison d'une déficience quelconque. Voilà, alors il faut savoir qu'il y a 1,7 million de personnes qui sont bénéficiaires de prestations, les prestations de compensation du handicap, l'allocation compensatrice pour tierces personnes. Et donc, ce sont des chiffres qui sont considérables et qui ne cessent de croître chaque année. Si effectivement certains handicaps sont connus dès la naissance ou dès l'enfance, beaucoup de handicaps se manifestent au cours de la vie, notamment liés au vieillissement de la population, à l'évolution de certaines maladies ou encore aux accidents de la vie. Il faut savoir que pour les accidents de la vie, ça représente 85% des personnes en situation de handicap actuelle. Donc, vous voyez, le handicap n'est pas forcément exclusivement de naissance, on peut l'acquérir à tout âge de la vie, et ce qui justifie en fait cette augmentation de chiffres et d'allocataires, de bénéficiaires d'allocations handicap. Donc, à savoir aussi, vous avez un certain nombre de handicaps qui n'est pas visible. On va parler notamment du handicap auditif, parfois certains handicaps visuels ou cognitifs. On verra un peu plus loin, en fait, les différents handicaps. Au niveau scolaire, vous avez en fait 410 000 élèves qui sont inscrits qui sont en situation de handicap. 340 000 élèves sont scolarisés dans des établissements scolaires, de l'enseignement public ou de l'enseignement privé. C'est un chiffre qui est en hausse de 7% chaque année. Donc, vous voyez, on est en constante évolution et en raison de l'inclusion scolaire, nous aurons de plus en plus d'élèves accueillis dans les structures. 30% d'élèves sont actuellement scolarisés avec l'appui d'un dispositif du type Ulysse. Vous avez actuellement 8650 Ulysse. Et il va y avoir encore des créations, notamment dans les lycées où on est un peu en manque d'Ulysse actuellement. La plupart des Ulysse sont principalement dans le premier degré et dans les collèges. Vous avez 8000 élèves qui sont scolarisés dans l'enseignement agricole, dont 2000 avec des appuis d'accompagnants en fait. Vous avez de plus en plus aussi une hausse des accompagnants, que ce soit des AVS ou des emplois aidés pour permettre l'inclusion scolaire. Et dans le supérieur, en fait, actuellement, vous avez 30 000 étudiants en situation de handicap. On constate qu'en fait, les élèves sont plus facilement accueillis en premier degré que dans le secondaire lorsqu'ils présentent un handicap. Donc, nous allons passer aux différentes catégories de familles de handicap et je vais passer donc la parole à Gaëlle. Oui, donc nous identifions différentes familles de handicap. Nous avons le handicap moteur, le handicap visuel, le handicap auditif, le handicap intellectuel et cognitif. Nous identifions aussi le handicap psychique et le handicap lié à des maladies invalidantes. Donc, dans les diapos suivants, nous avons fait le choix de développer le handicap moteur, visuel, auditif et intellectuel. Alors, la déficience motrice. La déficience motrice est souvent associée à l'image de la personne en fauteuil roulant. Pourtant, ce terme englobe d'autres situations et la personne peut se déplacer avec ou sans aide technique. Les personnes peuvent aussi avoir des troubles moteurs localisés au niveau du visage, ce qui implique en général des difficultés de l'élocution, parfois confondues avec une déficience intellectuelle. Alors, la déficience motrice, c'est l'atteinte partielle ou totale de la motricité, des membres supérieurs ou inférieurs, donc ce qui va engendrer une difficulté au niveau de la marche, de l'appréhension, de la coordination ou de l'équilibre. Elle peut être de naissance ou accidentelle. Vous avez quelques chiffres, 13,4% de la population affectée et 2,5% de la population en fauteuil. Alors,
les principales difficultés rencontrées. Une personne déficiente moteur va avoir des difficultés dans le cadre des déplacements, le franchissement d'obstacles comme les marches, les escaliers, les pentes, les ressauts, la largeur des couloirs et des portes, bien sûr. Tous ces éléments sont très importants et c'est là qu'on voit aussi toute l'importance de la mise aux normes de nos établissements pour pouvoir bien accueillir les personnes qui ont ce handicap. La station debout et l'attente prolongée peut être aussi compliquée, la hauteur de préhension et la personne va aussi peut-être mettre plus de temps à exécuter un geste ou une action. Autre handicap, la surdité. La surdité, c'est un affaiblissement ou une abolition du sens de l'ouïe ou une altération dans la perception des sons. C'est un des handicaps les moins visibles. Pourtant, il est un des plus pénalisants puisque les difficultés, voire l'impossibilité de communication avec la majorité de la population est un puissant vecteur d'isolement. Alors, la surdité peut être légère, moyenne, sévère, profonde, toucher une ou les deux oreilles. Elle peut être de naissance, accidentelle ou liée au vieillissement, ou liée aussi à une maladie, aux suites d'une maladie invalidante. Elle peut être de transmission ou de perception. Et environ 8,6% de la population est affectée par ce handicap. Alors, la surdité de transmission, elle affecte les ondes sonores à l'oreille interne par l'oreille externe et moyenne. Les sons graves comme aigus sont affectés et dans ce cas, la surdité n'est pas totale et la personne entend correctement sa propre voix. Et à la différence avec la surdité de perception, elle a son origine dans l'oreille interne. On parle alors de presbyacousie, excusez-moi. Elle est due à des lésions et provoque toujours des surdités plus sévères, plus profondes qui entravent le développement du langage oral. Alors, différents degrés de surdité. Vous avez ce tableau qui reprend différents chiffres. Juste pour vous dire, lorsqu'on entend bien, on va parler d'audition normale, eh bien, le bruissement d'une feuille à 15 décibels, on va l'entendre. Une personne qui perd l'audition complète n'entendra pas un bruit à hauteur de 120 décibels et ne va pas, par exemple, entendre le bruit d'un marteau-piqueur. Voilà pour les différents degrés de surdité. Principale difficulté rencontrée par une personne en déficience auditive, la communication orale, la compréhension du langage oral, l'accès aux informations sonores et donc en fait l'environnement sonore, l'accès aux informations sonores et les différents bruits et le manque peut-être aussi d'informations écrites. Et puis s'orienter dans un établissement peut-être plus compliqué pour ces personnes-là. La déficience visuelle. Alors, la déficience visuelle, troubles liés à la fonction visuelle qui persistent après traitement, que ce soit thérapeutiques, médicaux, chirurgicaux. Elle est définie à l'aide de 2 critères, que sont l'état du champ visuel et la mesure de l'acuité visuelle. On va parler de malvoyance ou de cécité totale, donc qui peuvent être de naissance, accidentelle ou liées également à la suite d'une maladie. On compte en France 70 000 aveugles et 1,7 million de personnes, soit 2,7% de la population, sont atteints par ce handicap. 3 types d'atteinte de la vision. Pardon. Voilà, excusez-moi. On va différencier la vision floue, la vision tubulaire, atteinte périphérique, et la vision périphérique, atteinte centrale. La vision floue, tout est aperçu, mais rien n'est vraiment distingué, car les contrastes et les couleurs sont atténués. Impossible de se déplacer cependant en sécurité, d'apprécier le relief, la distance d'un obstacle ou de lire. Il y a aussi la vision tubulaire et atteinte périphérique. Seule la vision centrale subsiste, dans laquelle la perception des détails reste correcte. Et nous allons avoir la vision périphérique et atteinte centrale. Seule la vision centrale est supprimée et la vision des détails et des couleurs est impossible. La lecture est difficile là également.
Alors, principale difficulté rencontrée, évidemment dans le cadre des déplacements, difficulté à percevoir les reliefs, difficulté à détecter une bordure de trottoir, une première marche, difficulté à identifier la profondeur des reliefs et difficulté à se repérer et à s'orienter. La lecture est difficile, la difficulté aussi à reconnaître les visages, difficulté dans la vision des couleurs, et une gêne quand il y a également un excès de lumière ou un défaut de lumière. Donc, je vais prendre le relais sur la déficience mentale. Donc, on distingue dans la déficience mentale la déficience intellectuelle qui se caractérise par des limitations significatives du fonctionnement intellectuel et des habiletés adaptatives, et la déficience cognitive qui, elle, représente en fait la déficience des capacités fonctionnelles. C'est donc des troubles de la mémoire, de fonction exécutive du langage, de déficience de traitement de l'information. La déficience mentale, en fait, ne peut pas être soignée. C'est en ça qu'en fait, elle se distingue notamment de la déficience psychique et toutes les maladies psychiques, en fait, qui, elles, peuvent être traitées. Au niveau de la déficience mentale, l'origine peut être diverse, que ce soit génétique, congénitale, accidentelle. Et il faut savoir qu'il y a 650 000 personnes actuellement qui sont déficientes intellectuelles ou mentales. Donc le handicap intellectuel ne se guérit pas, c'est ce que je vous ai rappelé juste avant, mais par contre il peut y avoir une action éducative, thérapeutique ou pédagogique adaptée qui va permettre en fait de réduire les conséquences et apporter quelques améliorations à la personne qui en est atteinte et afin qu'elle puisse évoluer dans la plus grande autonomie possible. Le handicap intellectuel ne se voit pas toujours. Et les difficultés se manifestent notamment au niveau du langage, de la lecture, de l'écriture ou de l'autonomie. Pareil, dans les relations interpersonnelles, ça peut être compliqué. Il y a parfois un manque d'une estime de soi. Voilà, et voilà, on va voir après. Donc, les principales, on avait déjà un peu entamé, mais du coup, les principales difficultés rencontrées par les personnes atteintes d'une déficience mentale, donc elles vont avoir du mal à comprendre leur environnement immédiat ou élargi. Elles ne vont pas forcément comprendre tous les concepts abstraits ou les concepts généraux. Elles vont avoir du mal à accéder à l'implicite. Tout ce qui est implicite, elles ne vont pas le capter tout de suite. Marie-Odile me soulignait tout à l'heure que, par exemple, dans le cadre d'une classe, quand on disait à un enfant « prends ta feuille », il va prendre la feuille, mais il ne va pas comprendre forcément que derrière, il faut en faire quelque chose. Parce qu'en fait, pour lui, prendre sa feuille, il y a une notion d'implicite, on attend quelque chose de lui, alors que là, le concret, lui, c'est vraiment de prendre sa feuille et on s'arrête ici. Donc voilà, donc nous, on ne perçoit pas forcément quand on accueille cette personne qu'il y a une difficulté à accéder à l'implicite. Il va avoir des difficultés à se repérer dans l'espace ou dans le temps. Il va être un peu perdu à ce niveau-là. C'est des personnes qui ont beaucoup de mal parfois à fixer leur attention, à mobiliser leur énergie. Le handicap, toute personne handicapée a parfois des difficultés de fatigabilité. Donc voilà, il faut en avoir conscience lorsqu'on les accueille. Donc les déficients intellectuels vont avoir du mal à traiter et à mémoriser les informations, qu'elles soient orales ou sonores, ou ils vont encore avoir du mal à apprécier l'importance relative des informations qui sont mises à leur disposition. D'autre part, donc ils vont avoir du mal dans les déplacements, sachant que parfois les difficultés, les déficiences cognitives peuvent être associées à d'autres handicaps. Ils vont avoir du mal à maîtriser le calcul, un raisonnement logique, à comprendre les modes d'utilisation des appareillages, des automates et les autres dispositifs qui sont mis à leur disposition, d'où la nécessité aussi de la signalétique à chaque fois pour essayer au niveau des symboles de faciliter leur accès à l'information. Ils vont avoir du mal à maîtriser la lecture ou l'écriture. C'est pour ça qu'il y a un certain nombre de documents aussi qui peuvent être écrits en facile à lire et à comprendre avec un vocabulaire très simple pour leur permettre d'accéder aux informations principales de tout document.
ils vont avoir du mal à s'exprimer ou encore à s'adapter à tout changement d'imprévu. Ils ont besoin vraiment d'avoir des cadres pour réussir à se diriger, à évoluer, notamment là en l'espèce dans l'établissement scolaire dans lequel ils souhaitent se rendre. Donc voilà, alors au niveau de l'objectif de ce webinaire, en fait, c'était pas forcément de décrire pour chacune des déficiences toutes les attitudes et comportements à avoir. Donc voilà, on pourra revenir dans d'autres webinaires plus détaillés sur chacune des déficiences et chacun des comportements à avoir face à un déficient visuel, un déficient intellectuel, etc. Mais ça aurait mérité un temps beaucoup plus important que celui qui nous était imparti aujourd'hui. Donc l'objectif là, c'était vraiment de vous présenter les attitudes et les comportements à avoir face à tout type de handicap. Donc, les principaux, donc on vous a mis les principaux points. Donc là, on est en l'occurrence, l'obligation de formation porte sur l'accueil de toute personne en situation de handicap. On n'est pas face à l'élève où en fait, quand vous avez un élève ou même un personnel en situation de handicap, logiquement, on s'adapte directement au sein de l'établissement parce que c'est un accueil qui est prévisible. Là, on est plutôt dans une obligation de formation au niveau de l'accueil ponctuel d'une personne. On ne s'attendait pas à ce qu'il y ait un déficient intellectuel qui vienne dans l'établissement demander tel ou tel renseignement. Il faut savoir l'accueillir. Donc, les principaux gestes pour bien accueillir cette personne, tout d'abord, c'est de lui réserver un accueil respectueux. Cette personne, alors, le premier regard, voilà, il ne faut pas que vous arrêtiez parfois à l'aspect physique ou à la première impression que vous avez. Il faut vraiment que vous la considériez comme une personne. C'est une personne en situation de handicap, mais avant tout, c'est une personne. Il faut penser comme vous le feriez auprès d'autres personnes, c'est-à-dire vous présenter, vous donner votre fonction, vous situer dans l'établissement, utiliser le vouvoiement. Ne pas infantiliser la personne, c'est pas parce que vous voyez qu'il y a une déficience que vous devez lui parler comme à un enfant. Et il faut aussi principalement lui parler à elle, y compris lorsqu'elle a un accompagnant. Vous gardez un ton respectueux, naturel. Il ne faut pas que vous changiez de comportement ou de langage du simple fait que vous ayez identifié que la personne est en situation de handicap. Donc, pour vous prémunir de toute difficulté, il faut aussi adapter son vocabulaire et sa façon de communiquer. Donc, il va falloir communiquer simplement. Alors, c'est vrai qu'on a rappelé qu'on avait certains handicaps qui n'étaient pas visibles directement. Donc, il se peut que parfois vous mettiez un petit temps à comprendre qu'effectivement, la personne peut avoir une difficulté à vous comprendre ou à circuler dans l'établissement. Donc, n'hésitez pas quand vous voyez éventuellement, vous suspectez que la personne a des difficultés, d'employer un langage simple et adapté à la situation, des mots faciles à comprendre. Lorsque vous voulez employer un terme un peu difficile, qu'il n'y a pas d'équivalence, dans ce cas-là, vous contournez la difficulté, essayez d'expliquer le mot un peu technique que vous souhaitez utiliser si vous ne pouvez pas vous en passer. De toute façon, il faut en général éviter d'employer des termes techniques, des sigles, des abréviations. Quand vous êtes en difficulté, quand vous avez une déficience intellectuelle, si vous utilisez des acronymes, ça va être très difficile à comprendre. Donc, évitez d'utiliser toutes sortes d'abréviations. Ne laissez pas de place au doute, au peut-être. Il faut laisser le temps à la personne de s'exprimer. Vous pouvez avoir des personnes qui, effectivement, vous comprennent bien, mais on va avoir plus de problèmes d'élocution. Donc, laissez la personne s'exprimer, laissez-lui le temps de finir sa phrase, laissez-lui le temps de la réponse. Voilà, faut y aller calmement et surtout, ne lui coupez pas la parole et n'essayez pas de finir les phrases à sa place. Voilà. En cas d'incompréhension, il ne faut pas hésiter j'ai oublié avant, on parlait aussi de vous mettre dans une position pour faciliter
la communication, à savoir qu'effectivement, il faut éviter les contre-jours. Les personnes déficientes visuelles vont avoir du mal, effectivement, mais ça, on le verra éventuellement dans un autre webinaire, en fonction de la luminosité. Lorsque vous avez une personne qui a des troubles auditifs, ben, il est toujours plus simple qu'elle se mette en face, que vous lui parliez de face pour lui permettre éventuellement, si elle est en capacité de lire sur les lèvres, de pouvoir comprendre ce que vous lui dites. Lorsque vous êtes en groupe, éventuellement permettre à chaque personne de s'exprimer, mais que la personne en difficulté, qui a une déficience par exemple auditive, puisse percevoir la parole et les lèvres de chacun. Voilà, donc c'est des comportements, essayez de bien se placer pour permettre à la personne de mieux comprendre ce que vous souhaitez lui faire passer comme message. D'autre part, lorsque vous avez par exemple une personne en fauteuil, l'idéal c'est de se mettre plutôt à sa hauteur aussi, plutôt que d'être complètement surélevé par rapport à cette personne. Voilà, c'est des petits gestes faciles, essayez de garder ça dans un coin de la tête lorsque vous allez être amené à accueillir des personnes en situation de handicap. Au niveau des incompréhensions, il ne faut pas hésiter à se faire... alors, hop, c'est passé en arrière. Il ne faut pas hésiter à se faire repréciser les termes, comment dire, à reformuler pour vous assurer que vous avez bien compris ce que la personne souhaitait, avoir recours à des images, avoir recours à l'écrit si nécessaire, et avoir recours parfois à la gestuelle si c'est plus simple de faire passer l'information souhaitée. Vous allez pouvoir aussi, il va falloir adapter son comportement à la situation, ne pas prendre peur lorsque, par exemple, la personne a un trouble de comportement et va réagir peut-être dans une façon à laquelle vous ne vous attendiez pas. Il faut toujours être calme et rassurant. Alors, c'est toujours plus simple à dire qu'à faire lorsqu'on est face à la situation. Là, l'objectif, c'est vraiment essayer d'avoir quelques clés principales. Savoir être patient. Si la personne a des difficultés d'élocution, vraiment, laissez-la finir sa phrase. Ne cherchez pas à la couper. Essayez d'aller plus vite qu'elle. Il faut vous rendre disponible, être à son écoute. Et savoir garder aussi une certaine distance lorsque vous êtes accueilli en tant que professionnel. Il faut que vous restiez comment dire, à votre poste, ne pas la déstabiliser et notamment lorsqu'il y a de la spontanéité et que vous soyez surpris par le comportement de la personne. Vous allez pouvoir accompagner aussi la personne dans ses démarches, mais accompagner la personne dans ses démarches, ça ne veut pas dire faire à la place d'eux. En fait, vous avez quand même un certain nombre de personnes en situation de handicap qui sont capables de faire plein de choses, et notamment lorsqu'on a mis des équipements à leur disposition ou rendu accessibles nos établissements, il y a quand même un certain nombre de choses qu'elles sont en capacité de comprendre ou d'effectuer d'elles-mêmes. Donc, il ne faut pas systématiquement, lorsque vous voyez une personne en situation de handicap, vouloir tout faire à sa place. Donc, il faut vraiment la laisser prendre ses marques et évoluer dans l'établissement. Par contre, vous allez pouvoir, en cas de besoin, l'accompagner un peu, lui donner éventuellement des indications d'orientation sans être trop complexe et éventuellement, si vous avez besoin, accompagner la personne, mais vous la laissez déjà voir, vous voyez comment elle évolue et éventuellement, vous pourrez l'accompagner si vous voyez qu'il y a des difficultés. Il faut organiser son accompagnement, éventuellement aller chercher une personne adaptée pour l'accompagner ou pour prendre le relais. Proposer de l'aide, mais effectivement pas le faire à tout prix pour elle. Il faut vraiment agir avec bon sens. Et si vraiment vous avez des difficultés avec la personne accueillie, il faut vraiment ne pas hésiter à demander éventuellement les coordonnées d'une personne à contacter pour au mieux répondre aux attentes de la personne. On vous rappelle, oui, je l'ai mis là, on vous rappelle effectivement aussi, dans un établissement scolaire, vous avez obligation d'accueillir les chiens d'assistance
ou les chiens guides d'aveugles. Alors, on vous le rappelle parce que dans l'actualité, il y a eu certains points où ça a bloqué, notamment dans des commerces. Là, effectivement, on peut accueillir un public plus jeune et être réticent à accueillir des animaux, mais la loi vous impose d'accueillir les chiens d'assistance et les chiens guides d'aveugles. Voilà, les chiens d'assistance, on les reconnaît, ils ont un gilet un peu différent sur le dos avec des poches, mais par exemple un handicapé moteur va parfois avoir besoin qu'on lui apporte des choses, et donc dans ce cas-là, il peut être accompagné d'un chien qui va l'aider à se déplacer ou à préempter certains objets quand nécessaire. Voilà, donc dans tous les cas, de toute façon, il va falloir garder le sourire, être accueillant. Déjà, c'est déjà beaucoup. Garder son calme, ne pas comment dire, se décourager lorsque vous voyez que la personne ne comprend pas forcément tout ce que vous souhaitiez lui faire passer comme information. Il ne faut pas oublier avant tout que la personne qui est en face de vous, même si elle est en situation de handicap, c'est une personne à part entière. Il faut user de bon sens. Et comme je vous le rappelais tout à l'heure, c'est des personnes qui, du fait de leur handicap, sont parfois très fatiguées, notamment dans les situations du quotidien. Donc c'est vrai que si la difficulté rajoute à déjà leur fatigue, ça peut devenir compliqué. Donc effectivement, gardez vos calmes et ne pas vous décourager si vous voyez que c'est un peu plus long qu'avec une autre personne pour faire passer le message attendu. Donc voilà, comment dire, si vous avez des questions, vous pouvez en poser. Comment dire, donc l'objectif, donc là on vous a dépeint les grands types de handicap. C'est vrai que faire une sensibilisation au handicap et accueillir dans des bonnes conditions, ça nécessite d'avoir un premier vernis et comprendre ce que c'est que le handicap. En 45 minutes, c'est impossible de vous expliquer en globalité ce à quoi correspond le handicap. Donc là, c'était vraiment pour avoir vraiment un premier vernis. Donc, dans des prochains webinaires, on va essayer de mettre en place différents webinaires où là, on prendra les déficiences une par une sur 2 ou 3 webinaires où on accentuera en fait les postures à avoir face à un déficient auditif ou un déficient cognitif. On souhaitera aussi, là c'est vrai qu'on a occulté, mais faute de temps, l'accueil des personnes à besoins spécifiques, tout ce qui est l'autisme, certaines maladies invalidantes. Donc dans un autre webinaire, on tâchera de vous apporter des réponses aux comportements à mettre en place, par exemple, face à une personne qui a des troubles autistiques. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les faire remonter. On a encore 5-7 minutes devant nous, donc voilà, n'hésitez pas. Alors, comment faire face à une personne handicapée agressive? Donc, oui, peu importe. Je vais bien répondre. Derrière l'agressivité, on peut penser qu'il y a souvent un malentendu. Une personne peut devenir agressive pour quelque chose qui nous a échappé, tout simplement, et qui, elle, l'agresse et nous, ne nous agresse pas du tout. Les personnes en situation d'autisme nous expliquent par exemple qu'elles peuvent devenir agressives simplement à la vision d'un manteau rouge qui les insécurise complètement. Donc la première chose à penser face à une personne agressive, c'est se dire l'agression, ça signifie qu'à un moment, je me suis sentie en insécurité. Donc comment est-ce que je peux veiller à sécuriser la personne? Donc évidemment, si je me mets moi-même en colère, je vais encore plus insécuriser et ça va être l'escalade. Donc tout le jeu, c'est d'essayer de rester calme, chercher avec la personne ce qui a pu l'insécuriser, et essayer de poser des mots ou des gestes qui puissent permettre à la personne de retrouver un apaisement. Alors bien sûr, il y a des moments où on ne va pas trouver les mots, ou bien la situation est déjà tellement envenimée que ça va être difficile. Donc l'essentiel à ce moment-là, c'est peut-être de ne pas rester seul et d'essayer de trouver quelqu'un
qui permettent éventuellement aussi de faire bloc, hein, pour permettre à la personne aussi de se sentir un peu cadrée et trouver une réponse, si possible, à ces questions. Alors, existe-t-il des formations complètes à donner aux équipes? En recommandez-vous? Alors, vous avez un catalogue de formations, notamment avec des actions collectives qui peuvent être mises en place dans vos départements. Dans un certain nombre de départements, on a formé l'an dernier des ambassadeurs de l'accessibilité. Donc, Gaëlle, qui animait ce webinaire avec nous, donc est ambassadrice de l'accessibilité pour le Finistère. Et à ce titre, elle a déployé effectivement des formations, mais peut-être que tu peux en parler un peu plus facilement sur ce que tu as mis en place sur ton département. Oui, alors nous avons, donc j'ai suivi effectivement la journée des ambassadeurs de l'accessibilité. Donc, ça m'a permis d'avoir quelques informations, bien sûr, complémentaires et quelques clés. Et donc, maintenant, sur le Finistère, ce que je propose au niveau de la sensibilisation, hein, là, on parle de sensibilisation et non de formation dans le cadre d'action collective. Dans le cadre d'action collective, on a déjà proposé ces formations-là. Donc, on a quelques groupes qui ont été formés depuis cette rentrée et d'autres groupes vont suivre cette formation qui se passe sur une journée, donc au courant mars. Et pour la sensibilisation, je vais mettre à disposition différents outils de façon à créer une boîte à outils pour que chacun puisse aller puiser différentes informations. Donc, ce webinaire en fait partie. Après, c'est aussi à l'occasion de réunions proposées aux établissements du réseau que nous allons sensibiliser à l'accueil. Voilà, c'est créer toute une boîte à outils pour qu'après chacun puisse s'approprier des documents et aussi après dans l'établissement sensibiliser les équipes à l'accueil des personnes en situation de handicap. Donc, voilà. Pour la formation, le plus simple, c'est de prendre contact avec votre UDOGEC, savoir si effectivement ils vont ou ils souhaitent mettre en place une action collective, hein, parce que vous avez tout un catalogue de formation, donc eux pourront vous orienter vers tel ou tel organisme de formation. Pour la sensibilisation, c'est pareil, ils pourront vous accompagner et de toute façon, l'objectif aussi de ces webinaires, c'est vous permettre d'avoir des outils à la disposition pour sensibiliser effectivement les équipes de vos établissements scolaires. Dernière question, donc Marie-Odile va la prendre. Dans une école, comment gérer la relation avec les autres élèves? Question d'écoute et de discernement, c'est surtout ça la difficulté, et puis d'observation, prendre le temps d'observer, d'essayer de comprendre. La question de l'accueil des personnes en situation de handicap et de l'interaction avec les autres élèves, c'est à la fois une tension entre leur permettre de faire comme les autres avec les autres, tout en prenant en compte leurs besoins spécifiques. Ce qui veut dire qu'on est toujours en train d'essayer de rechercher pour essayer à la fois de développer l'autonomie au maximum pour ne pas les stigmatiser, mais tout en ne gommant pas leurs besoins spécifiques. Alors, ça va être aussi leur donner la parole, les écouter. Hein. Je pense à des élèves qui étaient du lycée collège, donc des 12-16 ans, qui n'avaient pas le droit à la carte d'accès à la cantine. Parce que, comme ils étaient handicapés, on les connaissait, on les repérait. Et puis, ils ont revendiqué cette carte d'accès à la cantine comme les autres, pour la montrer comme les autres. Voilà, finalement, pourquoi les mettre à part? Pourquoi est-ce qu'ils n'auraient pas pu gérer leur carte de cantine? Pas de problème là-dessus, ils peuvent la gérer, puis s'ils l'oublient, c'est comme les autres, finalement, ça peut arriver à chacun. Donc, on est toujours dans cette tension entre permettre qu'ils soient accueillis comme les autres avec les autres, et que se construisent des interactions et répondre à leurs besoins spécifiques. Ce qui veut dire qu'il faut accepter aussi de ne pas être parfait dans notre accueil, d'être toujours dans un processus d'évolution de l'accueil avec pour enjeu l'interaction. Donc voilà, on va clore ce webinaire. Donc on vous tiendra informé des futurs webinaires que nous souhaitons mettre en place sur les différents handicaps. Si vous avez des questions, des cas pratiques à nous faire remonter, notamment en matière d'accueil de personnes à besoins spécifiques,
Donc, n'hésitez pas à me les faire remonter à la FNOGEC. Vous trouverez de toute façon l'adresse mail sur le site de la FNOGEC. Donc voilà, et puis on tâchera de vous outiller et de vous accompagner au mieux afin que tout se passe au mieux dans vos établissements scolaires et que vous ayez les outils pour vous permettre d'accueillir correctement les personnes en situation de handicap. Parce qu'effectivement, mettre en accessibilité les bâtiments, tout le monde a compris, on a bien démarré, voilà. Ça pose pas de problème, on a mis des rampes, de la signalétique, etc. Par contre, après, adapter son comportement à l'accueil d'une personne en situation de handicap, notamment lorsqu'elle est ponctuelle, donc lorsque ce n'est pas un élève ou lorsque ce n'est pas un salarié de l'établissement, c'est parfois déroutant et complexe lorsque ça nous arrive. Donc, vraiment, l'objectif de ces différents webinaires va être effectivement de vous sensibiliser, vous donner des petits éléments clés pour accueillir au mieux dans nos établissements catholiques. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée et à très bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir.